Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios et 6 télévisions partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème le rapport général 2022 de la Cour des comptes au Niger. Quels sont les enseignements à tirer? La Cour des comptes du Niger est encore jeune. Elle a été créée sur la base de l'article 141 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui l'a consacrée comme la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Mais l'essentiel des contrôles exercés par la Cour des comptes a été précisé par la loi organique numéro 2020-035 du 30 juillet 2020 déterminant ses attributions, sa composition, son organisation et son fonctionnement. Avec nos invités, nous allons faire un état de lieu du rapport 2022, les difficultés et les recommandations. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio du studio Kalangou Omar Adamou, président du réseau nigérien anticorruption ORENAC. Omar Adamou, bonsoir. Bonsoir. Et Son Allah Dambaji, acteur de la société civile. Son Allah Dambaji, bonsoir. Bonsoir. Nous avions également adressé une correspondance à la Cour des comptes qui ne peut malheureusement prendre part à ce forum car l'institution n'a pas à commenter ces rapports une fois qu'ils sont rendus publics selon les responsables de la Cour des comptes. Au microphone, Mokhtar Hamadou. On va commencer avec vous, Omar Adamou. Au jour d'aujourd'hui, la Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Je l'avais effleuré tantôt. Elle exerce une compétence de contrôle ainsi qu'une compétence consultative. Êtes-vous impressionné par le travail de la Cour des comptes? Merci Mokhtar, merci aussi à Studio Kalangou pour cette invitation. Vous savez, la Cour des comptes, comme vous l'avez dit, qui a été instituée à partir de la Constitution du 25 novembre 2010, qui avant était aussi une des chambres attachées à la Cour, comme on appelle, qui était à la Cour suprême en réalité. Qui a été quand même une des réformes au niveau national, mais surtout au niveau communautaire, parce qu'au niveau de l'UEMOA, il a été demandé aussi aux pays membres de cette institution de pouvoir faire des réformes et de créer des institutions en charge du contrôle en réalité des finances publiques et surtout des juridictions compétentes en la matière. Ce qui a permis à notre pays de se doter d'un cours de compte. Et quand on regarde aujourd'hui, après 12 ans d'exercice de la Cour des comptes, on peut dire quand même il y a eu des avancées, mais au niveau de la Cour. Parce qu'en réalité, il y a eu aussi des réformes au niveau de la loi, parce qu'il y a une première loi qui date de 2011, puis il y a la loi de 2020 en réalité, où il y a eu des réformes sur les prérogatives de la Cour. Mais ce que nous constatons après toutes ces années, en réalité, la Cour rend non seulement son rapport général d'abord au président de la République, au président de l'Assemblée, au Premier ministre, et après ces étapes, la Cour essaie de rendre public, conformément à la loi, le rapport général public, parce qu'il faut comprendre que avant ce rapport général public, il y a quand même certaines informations qui ne sont pas publiées. Ah. Il y a des informations qui ne sont pas publiées? Oui, parce que le rapport public général, quand vous regardez, c'est une synthèse.
Si on prend tout ce que la Cour fait en réalité en matière d'audit, en matière de contrôle de gestion des fonds publics, non seulement c'est autre chose en réalité ou en matière de déclaration des biens. Ça ne peut pas être contenu seulement dans ce que nous avons comme les 200 et quelques pages que nous avons en main. Donc, la Cour quand même, quand on regarde à travers ces 4 chambres, essaie à travers chaque chambre de faire son travail annuellement. Et après l'avoir rendu, on constate quand même qu'il n'y aura pas d'amélioration chaque année. C'est la routine selon vous? C'est la routine en réalité quotidienne. On voit chaque année la Cour rend public son rapport, dépose son rapport au niveau de la présidence, mais la suite à donner non seulement aux recommandations de la Cour, mais aussi en réalité les sanctions qui doivent suivre après ce rapport. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de ce rapport, il y a non seulement des sanctions administratives, il y a aussi des sanctions judiciaires qui doivent suivre, et même des sanctions pénales. Mais quand on regarde après le dépôt du rapport, qu'est-ce qui se passe? Rien de concret. Peut-être que ça se passe en sourdine. Je ne sais pas. En sourdine comment? En cachette? Pas en cachette parce que ça ne peut pas se passer en cachette. Parce que quand on prend aujourd'hui, vous prenez tout ce qu'on a comme société d'État. Vous avez non seulement des recommandations ou en réalité qui ont été formulées à l'endroit de ces sociétés d'État. En plus de ça, vous avez non seulement des sanctions qui ont été formulées par la Cour elle-même et des poursuites en réalité que la Cour a demandé d'engager quand vous prenez par exemple le rapport 2021. Mais quand on regarde, qu'est-ce qui a été fait à l'encontre de ces personnes-là? Vous voulez dire qu'il y a des insuffisances à ce niveau? Il y a tellement d'insuffisances, mais l'insuffisance ne vient pas au niveau de la Cour, c'est les autres institutions qui doivent prendre en réalité la relève, telles que la justice et aussi la haute autorité de lutte contre la corruption. Parce qu'il faut savoir que les institutions aussi sont complémentaires. Parce que la Cour ne peut pas poursuivre quelqu'un au niveau, ils ne sont pas une juridiction où il faut juger les gens, il faut faire des trucs. Il y a une suite à donner. Et ça, c'est le parquet, c'est le rôle du parquet, c'est au parquet de faire ce travail-là. Omar Adamou, au jour d'aujourd'hui, quelle est la situation de la corruption au Niger? Waouh. Ça fait rire là. Oui. Vous savez, la situation, je peux dire que ça ne fait qu'en réalité augmenter de jour en jour. Parce qu'il suffit juste d'aller non seulement dans nos services, vous allez voir la corruption chaque jour. Il suffit de circuler à grande échelle ou à petite échelle? Ça, c'est à petite échelle. À grande échelle, quand même, vous ne pouvez pas faire un mois ou 2 semaines sans voir des scandales. Et les scandales, là, on parle des questions de milliards en réalité. Mais quand vous voyez, parce qu'en réalité, il faut comprendre, nous, on dit la corruption a été, même si les gens disent petite corruption, grande corruption, il faut savoir quand même que le petit voleur d'aujourd'hui ou le voleur d'aujourd'hui sera le voleur de bœufs de demain. Donc, en réalité, s'il n'y a pas de sanctions, parce que c'est l'impunité qui a fait en sorte que la corruption ne fait que prendre de l'ampleur chaque jour. Malgré la création de la Halicia, la ligne verte et autres là? Malgré la ligne verte, il faut même la laisser parce qu'elle ne fonctionne pas comme ça se doit. Et il faut comprendre que la ligne verte n'est pas là pour tout ce qui est question de corruption, mais c'est la corruption en milieu judiciaire. Et je veux vous demander à tout Nigérien d'aller voir en réalité le rapport en réalité qui a été fait sur l'étude qui a été faite sur la corruption en milieu judiciaire au Niger. Vous allez voir que c'était autre chose, c'était catastrophique. Maintenant, la Halcia, en tant qu'institution, la Halcia fait des rapports d'enquête. Et les rapports d'enquête en réalité sont déposés où? Au niveau de la présidence de la République et au niveau du parquet. Mais la suite, qui doit le faire? Merci beaucoup, Omar Adamou. Son Allah Dambadji.
Au Niger, la loi organique sur la Cour des comptes exige à ce que la Cour établit chaque année un rapport général public qui doit être remis au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre avant d'être rendu public. Comment les Nigériens apprécient-ils les différents rapports de la Cour des comptes, en l'occurrence celui de 2022? Merci, Himadou, de l'occasion que vous nous offrez à chaque moment face à la situation sociopolitique de nous interroger et de pouvoir dire notre propre analyse de l'intérêt national. Quand nous prenons le cas d'espèce de notre thème d'aujourd'hui, en l'occurrence le rapport de 2022 de la Cour des comptes au Niger, ce que, en tout cas, pour ceux qui sont imprégnés de la chose, ça ne nous a pas surpris. Ça ne nous a pas surpris parce que à un moment de l'histoire... Qu'est-ce qui ne vous a pas surpris? Y a-t-il des imperfections ou bien... Ça ne nous a pas surpris car le relève des scandales. Ah. Parce que aujourd'hui... C'est aussi inquiétant que ça? Oui, c'est plus que ça même. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous rendez compte que la corruption est légalisée au Niger. Ah bon? Oui, elle est légalisée au Niger. À travers les actes? À travers les actes, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont appelés à mettre fin, à lutter véritablement, à instruire pour que la lutte soit honnête, dans le cadre légal, en tout cas, ils font du jeu de cache-cache avec le peuple nigérien, croyant que ce peuple ne comprend rien. Mais qu'ils se disent une chose, le tribunal de l'histoire est là, et il ne rate pas. Il sévira, Inch'Allah, au temps opportun. Parce que vous ne pouvez pas créer un simulacre au nom de la loi, faire comprendre en réalité que vous êtes là à la destinée de l'intérêt national et dans le fond vous faites autre chose et croyez que ça va rester de manière éternelle impunie. C'est une question de temps. Tous les dossiers que vous avez vus que en réalité la Cour des comptes a soulevés, c'est des écrits, ils sont là déposés. Ils sont là déposés. Vous prenez le rapport de 2021 où vous ne pouvez pas croire, si ce n'est pas une institution républicaine, constitutionnelle, va vous dire que dans un ministère, on vend votre gobelet à 10 000 sur l'argent du peuple. Et la suite, on ne donne pas la suite pour régler ces genres de forfaiture. Ça veut dire que... Mais qui donne la suite? La suite, il y a deux méthodes, ou du moins il y a deux voies. La première voie, la Cour des comptes, ce n'est pas pour rien qu'elle transmet officiellement et légalement au président de la République et au parquet. Au Premier ministre au président et à l'Assemblée. Ce n'est pas un fait de hasard. Ces trois institutions que vous voyez, ils ont la latitude de saisir le parquet à travers le ministre de la Justice. Mieux, l'Assemblée, elle a l'attitude d'interpeller le Premier ministre pour qu'elle rende compte par rapport à ce qu'on lui a dit. Est-ce que vous avez entendu une seule fois que notre Assemblée, constatant cette forfaiture, interpelle ne reste que le ministre ou certains ministres qui sont mis en cause pour au moins les écouter? Jamais fait. Mais vous êtes là pour dénoncer ces genres d'imperfections. Ce qui révolue à nous en tant qu'acteurs et toute association qui combat, c'est de dénoncer. Est-ce que vous l'avez fait? On l'a dénoncé. Et si vous vous rappelez, même par rapport à l'uranium gate, la société civile s'est consciente en partie civile. Mais est-ce que la plainte a prospéré? Ceux qui sont appelés du point de vue légal et du point de vue constitutionnel, que ce soit une obligation pour eux, ils ne le font pas parce qu'ils croyaient qu'en réalité que le peuple nigérien, juste, c'est un bétail électoral qu'il faut utiliser au temps opportun et après, on le suce. Et je vous garantis que la Cour des comptes, elle va continuer même demain à faire son travail. Si ceux qui sont appelés à respecter et à faire respecter les dispositions légales, conformément à leur serment, plus précisément le président de la République, je vous dis qu'il n'y aura rien. Mais ce qui est sûr, l'excès de tout est nuisible. Il arrivera à un moment qu'ils ne peuvent plus contenir cette forfaiture. Et en ce temps-là, tout celui qui est impliqué de près ou de loin, malheureusement, en ce temps-là, il va rendre gorge dans des conditions très difficiles pour eux. Alors, c'est une opportunité pour eux, ceux qui sont au pouvoir,
de faire respecter et de respecter et de faire respecter la loi. Son Alla Dambadji, peut-on faire le lien entre le travail de la Cour des comptes et la promotion de la bonne gouvernance? Si on arrive à utiliser réellement ce que la Cour des comptes a fait dans la sérénité et dans les dispositions légales, ça va renforcer la bonne gouvernance. Mais si on fait ça juste de façade, ça détruit catégoriquement la bonne gouvernance parce que les gens ont la matière à dénoncer, à démontrer de A à Z qu'il y a mauvaise gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez rien que le rapport de 2021 et le rapport de 2022, le fait qu'il n'y avait pas eu suite par rapport aux dispositions légales pour que les uns et les autres rendent compte, les biens publics là, ce n'est pas pour un individu ou un groupe d'individus. Hein. Le Niger là, s'il est géré de la même manière qu'il est géré aujourd'hui à travers cette classe politique nigérienne, ils ne vont pas trouver le Niger. Ça, je vous dis. Mais que se dise une chose. Le bien public, là, comme on le dit dans la Constitution, il est sacré. Vous pouvez l'utiliser autant opportun où vous croyez que vous êtes fort. J'arrive. Est-ce que c'est pas tous les citoyens nigériens qui sont fautifs, la faute à qui? Est-ce que tous les Nigériens ne sont pas... Au moins tous les Nigériens peuvent être fautifs parce que la loi, la République est cadrée par la loi. Et la loi a préconisé un certain chose, des mécanismes où il faut choisir des dirigeants. Si c'est tout le monde qui est dirigeant, là on peut accuser tout le monde. Et chaque dirigeant, chaque responsabilité, on lui a donné ses prérogatives et ses devoirs vis-à-vis de la République. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas incriminer toute la population. Est-ce que chacun pris individuellement, conformément aux dispositions réglementaires de la République par rapport à leurs obligations de la République, est-ce que chacun assume sa responsabilité? S'ils ne le font pas, mais il est hors de question qu'on accuse la population. La population, elle fait ce qu'elle doit faire. Aujourd'hui, je ne vois pas dans quelle couche sociale où il y a le refus de payer les impôts. Les gens payent les impôts. Et les impôts, quand on les paye. Mais ce n'est pas pour regrouper ça. Est-ce que le contrôle citoyen est efficace? Mais s'il n'est pas efficace, ce qu'on est en train de vous dire là, on n'allait pas vous le dire. Aujourd'hui, nous avons des données à la matière qui démontrent de A à Z que ce qui est en train de se passer, voilà le vrai responsable. Si on ne contrôle pas, on ne peut pas savoir qui est responsable. Donc c'est des choses, les gens, ils peuvent faire leur valiberne en tout point de vue. Mais ils ne peuvent pas tromper le tribunal de l'histoire. Il y aura un moment, et c'est pourquoi moi personnellement je le souhaite, de régler ces problèmes avant qu'ils quittent le pouvoir, parce qu'ils ne seront pas éternels au pouvoir. Merci beaucoup, Son Alla Dambadji, Omar Adamou, du réseau nigérien anti-corruption. Y a-t-il des cas ou des pratiques avérées de corruption dans le rapport 2022 de la Cour des comptes? Non, vous savez, la Cour des comptes, de point de vue, ne cherche pas quand même des cas de corruption ou des trucs. C'est surtout la question de la gestion des fonds publics ou de la finance publique. La manière dont les fonds sont gérés, en réalité, selon les normes, en réalité, de comptabilité, et sur les questions aussi de l'enrichissement illicite. Oui, selon vos observations, bien sûr. Oui, selon nos informations, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, quand vous regardez le rapport, je prends par exemple deux côtés de deux chambres. Quand vous regardez le côté sur les questions des partis politiques, par exemple, la déclaration des partis politiques. Quand vous regardez, on a 163 partis politiques au Niger. Dans les 163 partis politiques, vous avez à peu près 37 qui ont déposé des rapports, non seulement de campagne, et aussi des comptes annuels. Sur les 30, quand on regarde, il n'y a que 7 en réalité qui ont respecté les règles en matière de comptabilité. Ça, c'est la première partie. C'est pour vous dire que le problème vient de là-bas parce que dès qu'au sein des partis politiques, il n'y a pas la pratique de la bonne gouvernance, il ne peut pas y avoir cette pratique au niveau institutionnel. Parce que ceux qui sont censés, en réalité, animer le pays, c'est ces mêmes personnes-là qui sont dans les partis politiques. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, quand vous regardez l'enrichissement des uns et des autres, est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous regardez quelqu'un qui n'a pas 2 ans ou 3 ans ou 4 ans de fonction, qui se retrouve avec 1 milliard... Avec un train de vie faramineux. Voilà. Donc, restons quand même sur même le rapport, sans aller sur son train de vie. Quand on regarde ce qu'il a en termes de disponibilité comme bien, on va se dire à la réalité comment il a fait en un laps de temps pour trouver ses biens. Parce qu'il faut comprendre,
Je peux comprendre qu'il y a certains en réalité, parce que peut-être c'est des entrepreneurs, c'est des trucs où là, on ne peut pas dire grand-chose. Mais un fonctionnaire de l'État qui se retrouve avec 1 milliard, avec 900 millions, avec 800 millions de biens, il y a des questions à se poser. Comment il a fait en réalité pour avoir ces biens? Parce qu'il faut prendre l'exemple. Pour qu'un fonctionnaire puisse gagner 1 milliard, si il gagne 1 million de salaire par mois. Qui prend 1 million de salaire par mois au Niger? 1 million de salaire pendant 83 ans, sans toucher un centime. En ce temps, il peut avoir 1 milliard. Le président de la République, c'est la personne la mieux payée au Niger. Pour qu'il puisse avoir 1 milliard, il faut qu'il fasse 20 ans de fonction, sans toucher un centime. Est-ce que vous comprenez? Alors, si on ne peut pas avoir un président qui va faire 4 mandats, comment on peut avoir un fonctionnaire qui va avoir 1 milliard? Président futur, évidemment. Est-ce que vous comprenez? Deuxième chose, Rapidement. au niveau des déclarations, quand vous regardez, vous sentez qu'il y a des gens, quand même, c'est comme, ils se moquent même en réalité de la Cour et même des Nigériens. Parce que à travers les déclarations. À travers les déclarations. Quelqu'un qui va vous dire qu'il a 200 millions, par exemple. Et quand vous regardez même ces biens, 100 et quelques millions, ces biens que même nous, on connaît, dépassent au moins 5 fois ces valeurs-là. Ou quelqu'un qui va vous dire qu'il a 800 millions, alors que même sa maison dans laquelle il se retrouve, si on lui dit de vendre ça aujourd'hui à 800 millions ou à 1 milliard même, il va refuser. Parce qu'en réalité, la déclaration, c'est y compris tout ce que vous avez comme patrimoine en réalité et tout ce que vous avez dans vos comptes bancaires. Merci beaucoup Omar Adamou. Son Allah Dambadji, la Cour des comptes est juge des comptes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publiques, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l'État et de ses démembrements. Comment renforcer davantage le contrôle citoyen au Niger? Et les contrôles citoyens, avant de répondre à votre question, il faut rappeler un fait. C'est-à-dire le travail qu'on a confié à la Cour, là, ce n'est pas juste pour orner la République. Et même si vous êtes multimilliardaire et que vous arrivez au pouvoir, vous devez dire combien vous avez. C'est ça la responsabilité. Vous rentrez avec quel milliard? Maintenant, vous sortez avec tel milliard pour protéger les biens publics. Mais quand vous voyez une autorité, elle justifie ces milliards parce qu'elle fut ou il est autorité, un DG ou un ministre. Mais bon sang, je pense bien que vous ne pouvez pas être en même temps, je ne pense pas qu'il y a un ministère ou une direction générale où on fait le commerce. Dans les textes. D'ailleurs, en tant que fonctionnaire, il est strictement interdit pour toi de faire le commerce. Pour le faire, il faut démissionner. Pour le faire, il faut le démissionner. Mais le fait que vous avez servi l'État en tant qu'autorité ne vous donne en aucun cas la chance d'être riche et multimilliardaire. Si vous le faites, ça veut dire qu'il y avait eu tricherie. Et ça, je pense bien qu'il faut qu'il comprenne une chose, ça ne va pas passer inaperçu. Hein. C'est une question de temps. Moi, je suis convaincu qu'on soit vivant ou pas, Wallah, il va rendre gorge par rapport à tout ce qui est en train de se passer. J'arrive, ça, je l'ai dit, en tant qu'être humain, parce que nous avons vu dans les autres pays, et dans les autres pays où il y avait eu de la même manière, les mêmes comportements, où ceux qui ont posé cet acte, au finish, ils se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile que nous ne souhaitons pas que nos parents, nos frères, qu'aujourd'hui, ils se bandent les yeux, qu'ils comprennent qu'ils ont intérêt à régler le problème là le plus vite que possible. Okay. Et dans le même système de déclaration de biens, vous ne pouvez pas, où un président de la République fait la déclaration des biens et on dit qu'un ministre refuse de faire la déclaration des biens. On vit dans quel état? C'est anticonstitutionnel. On vit dans quel état? Là où un président accepte de faire la déclaration de ses biens et son ministre refuse. Et il n'y a pas de suite. Et le président ne dit rien. Et le président ne dit rien et personne ne parle. Comment vous pouvez expliquer ça dans un pays où on se veut démocratique et on veut avoir le respect des uns et des autres parce que
Et le pire, la loi, là où je souhaite aussi qu'elle soit modifiée. Vous savez que c'est le président seulement qui, après sa déclaration des biens, elle est suivie du contrôle des impôts. Oui. Ah. Les autres, ils ne sont pas suivis par ça. Ils doivent avoir la même situation que le président de la République. Ils font la déclaration de leurs biens et le service des impôts doit synthétiser et dire. Mais c'est clair. Parce que là où on demande à un pauvre type, la vendeuse de kékén, non, de payer ses impôts. C'est sérieux, hein? Là où on demande à la vendeuse de kékén de payer 10 francs, 100 francs, 125 francs, par rapport à ce qu'elle fait, vous, en tant que ministre, vous faites déclaration ou DG, l'impôt ne suit pas pour savoir réellement est-ce que votre déclaration, s'il est fiable, payez l'impôt. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. C'est seulement le président de la République qui est certifié. Sa déclaration est certifiée par le service des impôts. Bon, il faut qu'on règle ça. On vous attend alors sur ce terrain. Oui, il faut qu'on règle ça. Ça fait partie des choses extrêmement sérieuses qu'il faut régler dans ce mécanisme, évidemment. Comme dans la plupart des pays pauvres ou en voie de développement, le secteur du numérique est un véritable atout. Quelle est la place du digital ou du numérique ou encore des réseaux sociaux dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance? Mais je vous garantis aujourd'hui, moi je suis convaincu d'une chose. Tous les aspects que vous devez de développer là, s'ils ne sont pas utilisés à l'heure actuelle, la classe politique au Niger, elle allait détruire le Niger complètement. Ça, je vous dis. Sans les réseaux sociaux. Sans les réseaux, c'est les dénonciations. Les gens croient que les dénonciations là ne valent rien. Non. Ça stompe beaucoup de choses et de leur comportement. Ça, je vous dis. Même s'ils tentent de faire des dents et faire comprendre en réalité qu'ils ne sont pas perturbés, ils sont perturbés. Parce que quand ils voient des dénonciations avec preuve à l'appui, en tout cas, ils vont réfléchir 10 000 manières avant de pouvoir continuer sur cette. Donc, c'est des nouvelles technologies qui sont arrivées et qui renforcent le contrôle citoyen. Et c'est important. Et si vous constatez de vous-même, en réalité, ils font des acrobaties pour pouvoir restreindre la capacité de ce mécanisme de contrôle citoyen à travers ces nouvelles technologies. Alors c'est irréversible, c'est la révolution. C'est irréversible. Vous avez vu comment les uns et les autres s'agitent pour pouvoir créer les conditions de muselage de ces canaux. Mais ça sera très difficile, ces canaux-là, qu'ils soient muselés. Parce que c'est un canal à l'échelle internationale. Vous ne pouvez pas le museler au niveau du Niger, ni au niveau de l'Afrique. Donc, c'est extrêmement important que les gens le fassent et que les gens développent des initiatives à la matière. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de dossiers aujourd'hui qui sont contents de camoufler ou d'empêcher de prospérer. Mais je vous dis, ces réseaux sociaux-là, même si ça sera 1000 ans, ces dossiers-là sont là. Le jour où on veut déterrer ça, ceux qui sont vivants là, ils vont déterrer ça avec preuve à l'appui. Donc, pour vous dire que c'est un mécanisme qui est en contradiction avec l'esprit de ceux qui veulent détourner les biens publics. Ils ne veulent pas de ça. Mais c'est malgré eux. Aujourd'hui, même à l'international, imaginez, il y a beaucoup de choses, même par rapport à notre pays. Il y a combien de plaintes à l'international? On attend voir. Aujourd'hui, vous avez le ministère de la Défense, le dossier du ministère de la Défense. Aujourd'hui, vous avez le dossier de l'Uranium Gate qui fait son vent aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Et cela est devenu à l'international. Vous ne pouvez pas les museler. Si vous muselez au Niger, vous ne pouvez pas les museler à l'international. Merci beaucoup à tous. Des éléments très importants pour le contrôle citoyen. Et nous savons très bien que c'est parce que les uns et les autres, surtout ceux qui ne sont pas pour la transparence, ne veulent pas que ce mécanisme, cet outil, soit périn et développé, mais ils ne peuvent rien faire. Avant de continuer ce forum, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avions également adressé une correspondance à la Cour des comptes qui ne peut malheureusement pas prendre part à ce forum car l'institution n'a pas à commenter ces rapports une fois qu'ils sont rendus publics selon les responsables de la Cour des comptes. Oumarou Adamou, selon données-mondiales.com, l'indice de perception de la corruption dans le secteur public était de 60
8 points en 2022. Et au Niger, l'échelle va de 0 à 100 et plus le score est élevé, plus la corruption est massive. Le Niger occupe ainsi la 125e place. Comment l'expliquer? Ça, ce n'est qu'une partie en réalité de l'iceberg. Parce que en réalité, quand vous regardez l'indice de 0 à 100, quand vous prenez par exemple, tout à l'heure, Dambadji parlait du secteur de la défense, parce qu'il y a des normes de transparence et de gouvernance en matière de gestion des fonds alloués au secteur de la défense. Quand vous regardez quand même les indicateurs, vous avez des indicateurs qui nous donnent de 0 à 0 sur 100 points en réalité, ou de 20 points en réalité, surtout à ce qui concerne la question des passations des marchés, ou la question des transferts, ou la question des affectations ou des recrutements. Là, c'est le point où quand même ça a été tellement négatif. Et pourquoi on a 68? Pour nous, ce n'est rien en réalité. Parce que je me rappelle, récemment, on était à Dakar dans le cadre de l'accélération de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et nous disons qu'en réalité, la meilleure chose en réalité, c'est de pouvoir identifier les indicateurs par secteur. Il faut aller plus en profondeur en réalité et on va voir le mal plus que ce qu'on a en réalité dans cet indice de 68 ou de 100, parce que ça dépend des secteurs. Et quand vous regardez les secteurs, vous prenez par exemple les secteurs de passation de marché, les secteurs des recettes, tels que la douane, les impôts, etc., mais c'est autre chose parce que c'est des secteurs aujourd'hui qui dépassent quand même le taux de 70% en réalité en matière d'indice de perception de la corruption. Et ça aussi, il faut regarder par exemple dans la mobilisation des ressources internes. Je vous assure qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas avoir, en réalité, n'arrive pas à avoir même 50% de ce qu'il doit avoir. Vous savez pourquoi? À cause de la corruption. Tout ce qui se passe au niveau de ces alentours fait en sorte que non seulement l'État perd, et le fait qu'il n'y a pas de sanctions fait en sorte que les choses ne font qu'augmenter du jour au jour. Exactement dans ce sens, selon toujours donnémondial.com, les causes de la corruption sont en partie politiques et culturelles. Bon, moi, je ne dirais pas culturel. Je peux accepter politique. Parce que vous savez, nous tous, on est quand même des Nigériens. Et on se connaît, on connaît notre culture. Avant, quand tu étais voleur, regardez, un voleur, c'est une désolation. Quand par exemple. Jusqu'aux années 85-90, j'ai m'arrête à 90. Un voleur, c'est une désolation pour toute la famille. Ça déshonore toute la famille. Moi, je sais qu'au niveau de nos communautés, au niveau de notre département, il y a des gens qui ont quitté ce pays à cause des petites bavures qu'ils ont pu faire. Ils ont quitté le pays, qui ne sont plus revenus. Et il y a des gens qu'on nous raconte, si on dit, lui, là, son père a quitté, son grand-père a quitté, depuis, voilà les causes. Mais, à un moment, la politique est venue à tout légaliser. Mais le pire, c'est surtout les 13 dernières années, où c'est tellement légalisé, certifié. Je vous dis, c'est légalisé et certifié. Grand frère a dit légalisé. Ça, c'est le président du réseau anticorruption qui le dit. Oui, c'est moi qui le dis. C'est légalisé et certifié. Je vais vous dire une chose. Là où la corruption touche le secteur social, vous prenez la santé, l'éducation, tout ce qui est pièces d'état civil. Aujourd'hui, allez même dans nos communes, chercher l'acte de naissance de votre enfant ou certificat de décès. Vous allez voir. Dans un pays où l'indice de perception, selon les dernières enquêtes, au niveau de la justice, atteint plus de 70%. Mais ça veut dire que c'est légalisé. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et lorsqu'on dit que c'est culturel ou c'est le peuple en réalité, mais attendez, le peuple est victime. Mais qui est censé réprimer? Qui est censé rendre justice à ce peuple-là? Est-ce que c'est eux-mêmes? Ils ont élu des gens. Il y a des gens qui sont là, quels que soient les moyens par lesquels ils sont venus au pouvoir, ils sont là. Mais c'est à eux de faire leur travail. Parce que la meilleure éducation d'un peuple, c'est de faire l'éducation par l'action.
Merci beaucoup Omar Adamou. Son Aladambaji, le manque ou l'inefficacité des poursuites judiciaires peut encourager ou favoriser la gouvernance. Êtes-vous de cet avis? Mais plus que le mot, et au-delà de ça, laissez-moi aussi vous démontrer en réalité quand on dit que la corruption et le détournement du deniers public est légalisé. Notre loi sur l'enregistrement illicite est datée depuis 1992. La même classe politique est venue, parce que dans l'esprit, dans le premier esprit, quand on vous accuse d'un train de vie ostentatoire par rapport à ce que vous devez, on peut vous interpeller. Maintenant, c'est à vous de justifier ce qui vous revient. Mais aujourd'hui, ils ont modifié cette loi pour dire que si vous l'interpellez, c'est à vous de justifier quel est le mécanisme par lequel il a eu l'enregistrement illicite. Il y a blocage alors. Mais je vous dis, les gens se sont organisés parce qu'ils avaient, prime abord, l'esprit de venir de tourner les deniers publics. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quand vous prenez beaucoup de mécanismes, les gens ont osé modifier des lois qu'ils ont trouvées et des lois qui protègent la République, qu'ils ont modifiées. Allez-y au niveau même de la fonction publique. À quelle fin? Allez-y. À des fins, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. C'est ça la fin. L'enregistrement illicite d'une minorité. Parce qu'elle s'est prévalue en réalité qu'elle est dirigeante. Et donc, elle a le droit de vie et de mort sur les autres peuples. C'est faux. Sur la même classe politique à son arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour éviter à ce que l'administration ne soit politisée à outrance, à des niveaux extrêmement stratégiques dans la gestion de l'administration. Ils ont modifié la loi qui fait la part entre la fonction politique, le poste politique et le poste technique. Ils ont modifié ça juste pour placer leurs gens du point de vue politique sans compétence technique à la matière. Ça a été fait. Nous avons fait des combats, on a décrié. Et nous ont laissé. Le pire... Et vous avez laissé tomber. Mais nous n'avons pas le mécanisme, en réalité, de les imposer par rapport à la loi, de leur dire... Parce que nous n'avons pas la compétence d'aller à l'Assemblée, voter et dire que cette loi, elle est abrogée. C'est toujours eux et leurs amis. Ils le font. C'est dans ce pays, évidemment, que vous avez ce genre de comportement qui sont prédestinés en réalité à détourner les deniers publics. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est des choses, je pense bien que avant qu'on se dise une certaine vérité, les gens étaient venus avec des préméditations bien claires. Et aujourd'hui, moi, personnellement, c'est pourquoi ça ne m'a pas surpris de voir ce genre de choses. Et si on y prend garde, je vous dis que c'est la République qui risque de disparaître. Je ne le souhaite pas. Le pire, avant leur arrivée, et c'est important de le dire, même l'octroi de la nationalité pour les Nigériens, tu ne peux pas avoir la nationalité nigérienne et avoir une autre nationalité. Ils ont voté ici, ils ont voté la double nationalité pour les Nigériens. Ça veut dire quoi? Tout ça, là, ça concourt dans le mécanisme de pouvoir, quand vous posez des actes, avoir des substituts pour rejoindre notre pays, un autre pays, parce que là-bas même, vous êtes national. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est des mécanismes qui sont là. Quand vous regardez de trop près, en toute indépendance d'esprit, vous voyez que les choses ont été bien planifiées pour aboutir à ce que là où nous sommes. À présent, Soala Dambadji, que faire pour véritablement promouvoir la bonne gouvernance démocratique au Niger? Pour pouvoir promouvoir la bonne gouvernance au Niger, je vous dis là, il y a une seule solution et unique solution. Si le président de la République, que Dieu lui donne la chance et la capacité d'être au-dessus du mécanisme de la mêlée et conformément à la Constitution, et de faire appliquer la loi conformément aux dispositions légales. Je vous dis que tant que cela n'a pas été fait, il n'y aura aucune géomatie pour régler le problème du Niger. Et malheureusement, il faut le dire, nous avons compris que le président de la République a des difficultés à être au-dessus de la mêlée. Parce que les gens croyaient en réalité... Qu'est-ce qui vous le démontre? Parce qu'il a eu à prendre des engagements officiellement. Et par après, il a eu des difficultés à concrétiser ces engagements. Et je pense son mandat n'a pas fini. S'il vous plaît, c'est une question de temps. Son mandat, mais il est déjà au deuxième année, il est presque au milieu de son mandat. Et on le sait très bien qu'après les 3 ans, ce sont les élections qu'ils vont préparer. On sait comment ils fonctionnent. Et malheureusement,
qu'on le veut ou pas. Et on vit avec eux, on sait ce qui se passe et on voit ce qui se passe. À chaque moment, il fallait me poser la question pourquoi il n'arrive pas à honorer parfois ses engagements. Parce que nous, selon notre analyse, c'est un système qui l'a amené au pouvoir. Et que le système se trompe, il croyait que le pays c'est pour lui. Et lui, il doit agir conformément à l'intérêt de ce système et non à l'intérêt du Niger. Et là, si le président ne se départisse pas de ces genres de considérations, qu'il se dise que c'est vrai, ils l'ont aidé à être au pouvoir et c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, et la redevabilité obligatoire vis-à-vis de Dieu et du peuple nigérien, je ne pense pas tout ce que nous devons faire là, c'est du baratin, on ne réglera pas le problème du Niger. Merci beaucoup, Son Aladambadji. Omar Adamou, vous êtes président du réseau anticorruption au Niger. Quels sont les acquis en matière de lutte contre la corruption et qu'est-ce qui reste à faire pour véritablement réprimer les actes et autres pratiques corruptives au Niger? Bon, vous savez, il y a quand même quelques acquis. Moi, je pense par exemple, il y a eu quand même une première réforme aujourd'hui de la loi instituant la haute autorité de lutte contre la corruption qui oblige la Halcia, qui oblige quand même le parquet à poursuivre dès que la Halcia dépose son rapport. Parce qu'avant, en réalité, la Halcia fait des rapports, elle dépose, mais quand même, il n'y a pas de suite. Mais aujourd'hui, c'est une obligation pour le parquet de faire des poursuites. Ça, vraiment, quand même, c'est une avancée. Mais ce qu'il faut comprendre, il y a la réalité des textes, il y a la réalité du terrain et les faits. Parce que nous, dans notre pays, quand on regarde, on a pris tellement d'engagements en matière de promotion de la bonne gouvernance. Ce qui nous a permis, en réalité, aujourd'hui, de transformer l'ARMP en ARCOP, d'avoir la Cour des comptes, d'avoir la haute autorité de lutte contre la corruption. Parce que, en réalité, tout ça là, c'est des avancées. C'est des avancées aujourd'hui. Mais la pratique et CENTIF aussi. Ça, c'est des avancées en matière de législation. Mais quand on regarde, quand même, en matière de pratique, ça reste beaucoup parce que même si ces institutions arrivent à faire leur travail, il y a un blocus quelque part. Ce qui fait qu'on se demande, nous, est-ce qu'on n'a pas créé seulement ces institutions à un moment pour plaire à l'international, pour dire, voilà, conformément à nos engagements que nous avons pris, voilà les institutions que nous avons pu installer. Et ces institutions... Est-ce qu'il y a des insuffisances au niveau de ces institutions ou bien où se situe le problème? Par exemple, au niveau aujourd'hui, on doit faire la même chose qu'on a fait à la Halcia au niveau de la Cour des comptes. Que tout dossier, que le rapport de la Cour des comptes en réalité, aujourd'hui, dès que la Cour des comptes dépose son rapport, que le procureur engage des poursuites. Qui est une obligation, donc il faut modifier la loi instituant la Cour des comptes. Ça, c'est une première des choses. Au niveau de l'ARMP, vous savez, quand vous regardez, parce que au niveau de... Là où vous allez voir plus d'indices de corruption, c'est le rapport de matérialité des marchés publics de l'ARMP qui est devenu ARCOP aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que cette institution aussi, de son côté, que tous les rapports qu'elle dépose, en réalité, que le procureur puisse déclencher des poursuites à l'encontre, en réalité, des personnes qui sont inculpées. Parce que c'est dans ce rapport que vous allez voir comment les gens ont d'abord passé les modes de passation de marché, le non-respect en réalité des procédures en matière de passation de marché. Je me rappelle l'année passée, on était sur, comment on appelle, on était en atelier avec le cabinet en charge de l'audit avant la validation. Il disait à tous ceux qui étaient dans la salle, ceux qui sont en charge de passation des marchés au niveau des ministères et des institutions et les contrôleurs, comme c'est un Ivoirien, il a été clair. Il dit, écoutez, vous êtes tous des prisonniers ambulants. Ah. C'est trop fort là. Non, c'est pas trop fort. C'est un technicien qui parle. Oui. Il dit, lui, il ne pèse pas ses mots. Tous ceux qui sont ici, ils sont des prisonniers ambulants, à part ceux de la société civile qui sont venus en tant qu'observateurs. Il dit parce que ce qu'il a constaté, parce que vous savez, il y a une contradiction, il peut y avoir des rencontres de contradiction dans le lorsque l'ARMP est en train de faire son audit. Et il y a d'autres qui vont vous dire non,
parce que nous, ils ont voulu nous amadouer pour nous dire non, c'est pas comme ça. Et le gars a dit, écoutez, on vous a donné un temps pour nous justifier ce que vous dites. Mais vous ne l'avez pas fait en un mois. Comment on pouvait accepter de mettre ce que vous dites sur parole alors qu'il n'y a pas de papier qui confirme les dires? Et eux, c'est le constat de ce qu'ils trouvent sur le terrain. Donc, quand tu regardes ça, on peut dire que non, il y a des avancées en matière institutionnelle, mais sur les faits, il n'y a pas d'avancée. On ne fait qu'en réalité renforcer l'impunité dans ce pays. On ne fait, quand vous regardez le rapport de la Cour de conseil que vous avez oublié de mentionner, à part les ministres que le grand frère parlait, combien de magistrats qui ont refusé de déclarer, oui, qui ont refusé de déclarer. Leur bien. Combien de magistrats ont déclaré? Les magistrats aussi doivent déclarer leur bien. Quand vous prenez la présidente rapidement, Quand vous prenez la présidente de la Cour de la Haute Cour de justice, elle a refusé. Pourquoi? Et au-delà de ça, allez-y voir. Dans les rangs des magistrats, il y a beaucoup de magistrats qui doivent déclarer. Dans 478, c'est oui, 10 qui ont déclaré. C'est 10 qui ont déclaré. On vit dans quel état? Mais c'est ça qu'il s'agit. Et quand vous parlez des institutions, c'est vrai, c'est une avancée. Mais moi, personnellement, j'ai compris, ils l'ont mis pour 3 objectifs. D'abord, pour légaliser la forfaiture qu'ils veulent poser. Et ensuite, pour caser leurs militants. Et la dernière, c'est pour démontrer en réalité que le mécanisme de la gestion de la chose démocratique peut être dévoué de son vrai objectif, pour que ça soit un objectif personnel et individuel. Merci beaucoup. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Omar Adamou, président du réseau nigérien anticorruption RENAC, et Son Allah Dambaji, acteur de la société civile. Je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs que nous avions également adressé une correspondance à la Cour des comptes qui ne peut malheureusement prendre part à ce forum car l'institution n'a pas à commenter ces rapports une fois qu'ils sont rendus publics selon les responsables de la Cour des comptes. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 52 radios et 6 télévisions partenaires. Merci aussi à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Issa Lawali. Merci, au revoir.